Elles font partie de notre quotidien et c'est un défi de pouvoir les reconnaître. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des fausses nouvelles ou fake news. Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? C'est une publication imitant la structure d'un article de presse qui contient des informations carrément fausses, exagérées ou dénaturées, à un point tel qu'elles ne sont plus véridiques. Comment repérer une fausse nouvelle? On peut se poser 5 questions pour repérer une fausse nouvelle. Qui? L'auteur est-il nommé et crédible? Quoi? L'information est-elle plausible? Les sources sont-elles citées et fiables? Quand? La date est-elle indiquée? Des médias ont-ils publié sur le sujet à pareille date? Où? D'où provient le texte? D'un média d'information? D'un site web douteux? D'un média social? Pourquoi? Quel est l'objectif du texte? Informer? Vendre ou convaincre? Pour quelles raisons? Les fausses nouvelles sont créées pour diverses raisons. Dans tous les cas, elles sont conçues pour tromper le lecteur. Pour en savoir plus sur les fausses nouvelles, atelierfadoc.ca. Voyageons un peu dans le temps. Il y a quelques mois, avant même que l'OMS ne détermine que l'humanité faisait face à une pandémie, elle a identifié l'émergence d'une infodémie en constatant que la désinformation basée sur la COVID-19 elle atteignait des proportions mondiales. On va se tourner vers notre chère collaboratrice Bouchra Watik. Salut Bouchra. Salut Alexis. On l'a souvent vu au cours des derniers mois, il y a plusieurs points en commun, plusieurs points convergents entre le mode de propagation d'une fausse nouvelle et le mode de propagation de virus. Oui, donc on peut étudier, analyser comment une fausse nouvelle se propage en prenant la fausse nouvelle comme si c'était un virus. Donc, premièrement, les virus, on le sait, ça se transmet souvent par contact direct. Donc, dans le cas de la COVID, c'est des gouttelettes. Et dans le cas d'une fausse nouvelle, bien, ça va aussi être par contact direct. Donc, par exemple, les gens à qui on va l'envoyer sur les réseaux sociaux, les gens à qui on va le dire de bouche à oreille. Et c'est comme ça que ça se transmet souvent. Autre terme qui est souvent utilisé dans le cas des virus, c'est le patient zéro. La première personne qui était porteuse du virus. Et dans le cas des fausses nouvelles, bien, on peut aussi considérer qu'il y a un patient zéro qui est souvent la personne qui a inventé la fausse information ou qui est la première personne qui a transmis la fausse photo. Et dans les deux cas, dans le cas des virus comme dans le cas des fausses nouvelles, c'est très difficile de retracer le patient zéro. Et on a aussi des super propagateurs de virus. Donc, on l'a vu dans le cas de la COVID, parfois, une seule personne pouvait, en allant dans un lieu public, infecter des dizaines et des dizaines de gens. Et dans le cas des fausses nouvelles, bien, on peut considérer que les super propagateurs, ça a été les influenceurs, les vedettes qui avaient énormément d'abonnés, les gens sur YouTube qui pouvaient en quelques instants transmettre la fausse nouvelle à des centaines, voire des milliers de gens en même temps. Ah, c'est fou le nombre de parallèles qu'on peut tracer entre les deux. Et ce n'est pas tout, hein? Parce qu'on sait qu'on peut se protéger d'un virus. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec une fausse nouvelle? Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut se protéger, on peut arrêter la propagation comme on peut le faire avec un virus. Donc, premièrement, pour les virus, dans le cas de la COVID, on privilégie la distanciation physique, les masques pour éviter de transmettre le virus si on en est porteur. Et dans le cas des fausses nouvelles, bien, si on est porteur, entre guillemets, de la fausse nouvelle, si on l'a reçue, on peut éviter de la transmettre simplement en ne la partageant pas. Il y a aussi, dans le cas de certains virus, des remèdes, des médicaments qui permettent de guérir une fois qu'on est infecté. Dans le cas des fausses nouvelles, on peut faire le parallèle avec les articles de vérification de faits, comme ce qui est fait par les décrypteurs. Donc, excellent remède, les décrypteurs. Hein? Effectivement. Donc, si on est infecté par la fausse nouvelle, si on y a cru, en fait, on peut, en lisant un article qui rectifie les faits, mais corriger notre perception de l'information. Et finalement, on attend, dans le cas de la COVID, le fameux vaccin qui va faire en sorte qu'on, même si on est exposé au virus, on ne sera pas infecté. Et dans le cas de la désinformation, on peut parler de vaccin en termes d'éducation. Ouais. Donc, si on apprend à développer son esprit critique, qu'on apprend à douter, mais on peut être en quelque sorte inoculé contre la désinformation, donc ne même pas y croire parce qu'on saura comment faire nous-mêmes les
vérification. Oui, on dit souvent que c'est un des meilleurs remèdes, une des meilleures façons plutôt de prévenir la désinformation. Il y en a plusieurs qui militent pour davantage de pédagogie en ce sens-là. Merci beaucoup, Bouchra. Merci. À la prochaine. Salut. On l'a constaté et les autorités sanitaires le disent, la désinformation et les théories du complot nuisent à la santé publique. Mais c'est pas tout, hein. Ça cause aussi du tort et de la détresse chez les proches de personnes qui croient dur comme fer à ce genre de théories. Et ça va parfois loin, très très loin. À preuve, voici un courriel, un témoignage qui nous a été acheminé. Mon frère est assez reclus et se nourrit à tous les jours de fausses nouvelles. Il les partage avec mon père de 90 ans qui est très dépassé par tout ce qui se passe en ce moment. C'est très dur, écrit cette personne, d'argumenter avec mon frère, car il se braque et n'est pas ouvert aux arguments qui ne vont pas dans sa ligne de pensée. J'aimerais avoir plus d'outils, avoir des outils pour supporter, dit-il, les discussions avec mon père qui est très inquiet. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Merci de votre collaboration, quelle qu'elle soit. Alors voilà pour ce courriel. Merci à cette personne de nous l'avoir envoyé, c'est très important. Et ce témoignage ressemble beaucoup à ce qui a été vécu par une femme qui nous a aussi écrit et avec qui on va parler à l'instant même, tout en protégeant son identité pour ne pas heurter la personne de son entourage dont elle veut nous parler. Bonjour, madame. Bonjour. Dans un premier temps, juste pour bien mettre les choses en place, dites-nous un peu ce qui est arrivé avec cette personne de votre entourage. Est-ce que ça a entraîné comme conséquence pour vous, là, dans la relation que vous avez avec cette personne? Bien, ça a commencé de façon vraiment insidieuse. Donc, il y a plusieurs années, c'était une période difficile dans sa vie, puis à la découverte des réseaux sociaux. Donc, au départ, je pense que d'adhérer à toutes ces théories du complot lui a donné l'impression d'appartenir à une élite, hein? Une élite à part qui eux, ils connaissent la vérité. Mais plus qu'elle fait des recherches sur Internet sur ces théories-là, plus l'algorithme lui envoie des articles connexes, puis plus elle se met à penser que c'est la majorité des gens qui pensent comme elle. Maintenant, c'est devenu, je vous dirais, là, ça a pris une ampleur démesurée, c'est devenu obsessif. Elle est dans son pic de recherche à ce niveau-là, donc c'est rendu que elle ne veut plus me parler, à moins que je décide d'adhérer, de lire et de réfléchir sur ces articles-là, parce qu'elle veut que je me réveille au niveau, que ce soit social et ou spirituel. Là. Donc, c'est ça. C'est très difficile en ce moment. Et là, vous êtes parvenu à aller chercher de l'aide ailleurs. Vous êtes allé chercher de l'aide ailleurs pour savoir un peu comment ajuster votre intervention auprès d'elle, non? Ça a été très difficile. J'ai appelé un organisme de santé mentale, 811 Santé sociale, une travailleuse sociale dans un hôpital. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que ça fonctionnait pas parce que elle, vu qu'elle n'a pas d'idée suicidaire, qu'elle fera pas de mal à autrui, il n'y a rien à faire. Donc, on laisse la personne comme ça, se mal alimenter, s'exclure de la société, puis il n'y a rien à faire. Donc là, j'ai écrit au décrypteur, je me suis dit là, ça suffit, je veux la confronter une fois pour toutes. Je voulais que vous me fassiez parvenir des articles que je pourrais lui envoyer. Puis vous m'avez sagement conseillé en me disant que c'était pas une bonne idée que de faire ça, c'était comme de mettre de l'huile sur le feu. Et vous m'avez référé à l'organisme InfoSec. Puis je voudrais qu'après des semaines de recherche pour trouver de l'aide pertinente, InfoSec, c'était le premier organisme qui avait comme tous les outils pour m'aider. Donc, entre autres, c'est pas brusquer la personne. Justement, il me donnait l'exemple de, c'est comme une relation amoureuse. Vous connaissez quelqu'un qui est dans une relation malsaine, vous essayez de lui faire comprendre qu'il n'y a rien de bon là-dedans, qu'elle devrait sortir de cette relation-là, et que cette personne-là, elle veut rien entendre. Comment qu'elle va se sentir? Elle va se sentir trahie, jugée, et elle ne voudra plus vous parler. Bien, je vous souhaite bon courage dans cette réflexion. Merci, d'une part, de nous avoir fait parvenir votre témoignage, d'avoir accepté de le présenter à la caméra. Bonne chance avec cette personne et bon courage avec le confinement en général, au nom des décrypteurs. Merci beaucoup. Alors, Bouchra, saluons le courage de cette femme qui a bien voulu nous partager son expérience. T'aimerais ajouter à cela quelques conseils? Oui, donc j'ai demandé conseil à Mike Crabwell d'InfoSect, qui est aussi un organisme qui a contacté la dame qu'on a entendue. Et lui dit qu'il n'y a pas de solution magique, mais la chose à éviter, c'est de confronter la personne, de débattre avec elle, de se moquer d'elle, parce que quand il est question de croyance, c'est vraiment au niveau émotionnel. Et si on confronte la personne, qu'on la brusque, elle risque de se replier encore plus dans ces croyances-là et ne plus nous écouter et s'isoler. Il dit aussi que si on veut essayer de discuter de ces sujets-là, de rester ouvert,
ouvert, d'essayer de comprendre la personne, de comprendre comment elle voit le monde à travers ses yeux pour essayer de voir de quelle façon on peut amener ce proche-là à peut-être considérer d'autres façons de voir les choses. Et si on voit que c'est pas possible de discuter de ces théories-là, de quand même essayer de garder un lien, de discuter d'autres sujets qu'on a en commun avec la personne, parce que plus la personne s'isole, plus elle risque de se replier vers ces théories-là, tandis que si on garde le lien avec elle, eh bien, elle risque peut-être à la longue, par elle-même, de voir que ces théories-là ne tiennent pas debout et de s'ouvrir à voir les choses autrement et à accepter d'autres façons de voir le monde. Le sujet qui me fascine et sur lequel je me concentre dans mes vidéos, c'est pourquoi les gens écrivent des trucs visiblement faux sur Internet. Certes, c'est parce qu'ils cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux, même lorsque l'info est très facile à trouver. Du coup, la question c'est pourquoi les gens ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux, et pourquoi ils le partagent quand même. J'ai quelques idées bien sûr. 1, pour faire du buzz. Ça fait des clics et donc des revenus publicitaires. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et 2, pour faire de la désinformation bien sûr. Certains arrangent un peu la réalité pour convaincre et pour justifier leurs propres opinions. Voici le menu de cette vidéo. Au début, pourquoi les gens partagent des trucs faux sans vérifier. Et ensuite, pourquoi ces trucs faux ont été écrits au départ. Je vais m'appuyer sur des exemples très simples, mais souvenez-vous, c'est juste un prétexte pour expliquer la méthode et gagner un peu d'esprit critique. Sur les groupes sociaux destinés à la vérification de l'information, on peut voir ça. Info ou intox? Grave révélation du Daily Star. 600 soldats britanniques forment les terroristes de Daesh. Essayons de remonter à la source de l'information. L'article partagé n'est pas le Daily Star, mais news.fr. C'est un véritable pavé dans la mare qu'a jeté le quotidien britannique Daily Star sur l'implication des services secrets occidentaux dans le soutien logistique au terrorisme islamiste qui ravage actuellement le monde musulman. Ils citent leur source, mais c'est pas le Daily Star, c'est Stop Mensonge. Allons-y. Même titre, même texte, cette page a été partagée sur les réseaux sociaux des dizaines de milliers de fois. Il existe des interfaces de programmation pour voir ça. On propose une URL et on accède au nombre de partages et de likes total. Eux aussi citent leur source, mais c'est toujours pas le Daily Star. C'est un blog d'un activiste politique. Même titre, même genre de contenu. C'est probablement lui qui a rédigé ce texte à l'origine. Le schéma de la propagation de l'information doit donc être à peu près celui-ci. Une idée que aucun de ceux qui ont partagé ça n'a eu, c'est d'aller lire l'article du Daily Star. C'est quand même de lui dont il est question. Il est cité dans le titre et la source est très facile à trouver. Le Daily Star, c'est un tabloïd anglais, racoleur et sordide. Le titre est provoquant, bien sûr, pour faire des ventes. Mais le corps de l'article ne dit pas exactement la même chose. Il y aurait 600 ressortissants britanniques en Syrie, et une de leurs sources au gouvernement aurait entendu des conversations suggérant que parmi ces 600 britanniques, il pourrait y avoir d'anciens militaires. En fait, rien d'extraordinaire là-dedans. On ne peut pas remonter les sources plus haut, bien sûr. Un journaliste doit protéger ses informateurs. Mais déjà, comment peut-on passer de « parmi 600 ressortissants britanniques en Syrie, il pourrait y avoir d'anciens militaires » à « il y a 600 militaires britanniques qui forment les soldats de l'EI ». C'est comme un jeu du téléphone arabe, où l'information initiale est peu à peu déformée à chaque fois qu'elle est répétée. Moi j'appelle ça l'effet peau de chagrin, parce que plus tu cherches les sources, plus le sujet s'effrite entre tes doigts. Et l'information initiale à l'origine du buzz est tout fin et pas très surprenant. Le site Stop Mensonge ne crée jamais vraiment d'articles lui-même. Il se contente de copier-coller les articles de blog qu'il trouve intéressants. Et quand je dis qu'il trouve intéressant, je veux dire en fait qu'ils vont dans le sens de ses opinions. Et leur opinion, apparemment, c'est « les puissants nous cachent tout, voici la vérité ». Francs-maçons, Israël, les Illuminati contrôlent le monde, le complot juif, les extraterrestres, etc. Leur slogan c'est « la vérité nous libérera ». Du coup, je suppose que ça aussi c'est la vérité ? À l'ancienne, jeté en place publique. Des Brésiliens en colère ont attaché à un poteau ce politicien corrompu. Il faut avouer que ça donne des idées, non ? Mais en faisant une recherche sur l'image, on trouve très rapidement que cette photo vient d'une campagne publicitaire pour une banque australienne. Temps de recherche, 1 minute. En fait, la vérité, ils s'en foutent. Ils publient ça parce que ça confirme leur opinion. Vrai ou faux, ça leur importe peu. Je vous propose une hypothèse de travail. Je ne sais pas si elle est intéressante, je suis prêt à en discuter, mais qu'en dites-vous ? Les sites qui sont du genre à partager ce genre d'infos considèrent que la véracité n'est pas leur premier critère. Si c'est le cas, ça va me permettre de bien faire le ménage dans mes internets. Parce que moi, je ne veux que des sites dont la véracité est le premier critère. Par exemple, Wikistrike. Rien ni personne n'est supérieur à la vérité. Tu as partagé le truc du poteau. Tu ne vérifies pas tes informations. Du coup, pourquoi devrais-je te croire quand tu me dis « on a découvert une créature inconnue qui mange les Californiens ». C'est peut-être vrai, il faudrait faire des recherches, mais mon temps est précieux, et visiblement la véracité n'est pas un critère pour toi.
Wikistrike, je te mets aussi dans la boîte de ceux qui ne vérifient pas leurs informations. Ça ne veut pas dire que tous tes articles sont faux, j'ai pas tout lu. Mais la véracité n'est pas ton premier critère. Moi j'ai plein de sites fascinants que j'ai pas le temps de lire, et il me faut être exigeant. Le site Réseau International a lui aussi relayé le truc. Il ne vérifie pas ses infos, alors que c'était très facile. En regardant le menu, on voit d'autres intox bien connus. Eux, ils appellent ça de la réinformation, mais en fait, c'est juste de la désinformation. La présentation officielle du site. Cette aube qui pointe, c'est la naissance de la vérité en lutte contre le mensonge, lumière contre ténèbres. Ce site n'a comme orientation que la recherche de la vérité, si elle existe. Chercher la vérité, c'est bien sûr lutter contre le mensonge, où qu'il se niche. En fait, on pourrait juste chercher des intox qu'on sait très faciles à vérifier, et on constate que ce sont toujours un peu les mêmes sites qui apparaissent. Les chroniques de Rorschach ont eux aussi partagé le poteau. On vérifie qu'il y a d'autres hoax bien connus et largement débunkés. Italie. La justice légalise la relation amoureuse entre un pédophile de 60 ans et une fillette de 11 ans. Ici, il suffit de parler un peu italien et d'aller lire la décision de la Cour suprême pour aller voir que c'est faux. Direct poubelle. Chaos contrôlé. Lui aussi prétend lutter contre les mensonges. Information alternative, nouvel ordre mondial, blablabla. Français de France. L'islam est un mensonge, Mahomet un criminel, le Coran c'est du poison. Tout en finesse. En fait, il y a comme une petite bulle dans l'internet où tous ces sites se recopient sans cesse les uns les autres. Imaginez une personne qui est abonnée à ces sites, parce que ça correspond à ses opinions. Elle aura l'impression que chaque info est confirmée par plusieurs sources concordantes et indépendantes. Moi, c'est ma méthode. Évaluer l'information par la recherche de sources concordantes et indépendantes. Mais on est vite trompé quand on est coincé dans une bulle d'information comme celle-là. Ça peut donner une illusion de consensus. Là, c'est la liste des sites qui sont agrégés par news.fr et qui sont systématiquement partagés sans vérification. La plupart des sites cités ici font exactement la même chose, avec les mêmes sites. Ça tourne en rond. Et j'entends déjà vos remarques. Oui, mais les médias traditionnels, eux aussi, disent des bêtises parfois. Alors je vous répondrai, vous avez tout à fait raison. Il ne faut faire confiance à aucun relais d'information. Il faut toujours vérifier à la source. Les journaux télé et la presse nationale sont régulièrement surpris à avoir relayé trop rapidement une info qui était un peu trop belle, juste pour ne pas laisser le concurrent être le premier à en parler. Je me souviens de cette fois où l'AFP avait annoncé la mort de Martin Bouygues par erreur, à cause d'un lamentable quiproquo. Plusieurs journaux avaient relayé la nouvelle. La mort de votre concurrent direct, c'est trop beau pour perdre du temps à vérifier l'info. Mais dans la journée, ils ont tous supprimé leur article, fait un démenti, ils se sont excusés, et les responsables ont perdu leur emploi. S'ils racontent un truc visiblement faux, ils perdent un peu de crédibilité, ce qui leur est nuisible. Mais les sites de cette bulle, c'est vraiment un autre niveau. Eux, ils ont aucune crédibilité et ils ne cherchent plus à en avoir. Ils visent un public de niche, justement ceux qui ne font plus confiance aux médias traditionnels. C'est vrai que notre presse est influencée par les opinions politiques de leurs grands patrons. La façon de présenter les infos est parfois biaisée. Mais j'ai jamais vu Le Monde ou le Nouvel Obs essayer de m'expliquer que on a retrouvé un immense vaisseau spatial sur Mars. Lire les informations, c'est emprunter une route pleine de chaos. Il faut toujours faire gaffe où on met les pieds. Mais se tourner pour cette raison vers les médias alternatifs, c'est carrément décider de passer par les marécages. Ça ne mène à rien. Ce qu'il nous faut, c'est pas accorder notre confiance à tel ou tel média. Ce qu'il nous faut, c'est être bien équipé pour la route. Savoir analyser les infos avec un peu d'esprit critique. Certains acteurs de cette bulle sont vraiment sincères, enfermés dans un système de représentation du monde biaisé qui ne correspond pas à la réalité. Mais d'autres sont de réels menteurs. Ils savent qu'ils fabriquent de la désinformation. Voici comment ils se justifient lorsqu'on les met à jour. Cet internaute s'est fait remarquer cet été en postant ce tweet pendant la Coupe du Monde. Il montre un immeuble de Paris recouvert de drapeaux algériens. En réalité, il s'agit d'un immeuble à Alger, un tweet depuis effacé. Cet homme le voici, il a accepté de nous rencontrer. Ancien élu UMP, il a été adjoint au maire d'une commune de la région parisienne pendant 20 ans. Aujourd'hui, il utilise Internet comme principale tribune pour propager ses idées. On fait de la réinformation, c'est-à-dire qu'on informe sur des choses qui se sont passées réellement et que la presse classique n'a pas osé montrer. Nous montrons à Franck Guyot cette photo qu'il a postée. On y voit un bus bondé qui roule les portes ouvertes. Il indique que la scène se passe à Paris. La photo vient en fait du Maroc. Oui, c'était pour provoquer effectivement un peu la ministre sur les transports gratuits à Paris. Mais c'est pas à Paris. Il faut provoquer. Oui, non, c'est pas à Paris. Il a donc détourné volontairement cette photo, et celle-là, il a choisi de ne pas la retirer. Oui, je la laisse. Peu importe.
Bah, je la laisse, parce que je ne vais pas toutes les retirer. Je veux dire, à un moment donné, il faut assumer ses tweets, voilà, bon. Mais si ça passe au travers... Si ça passe au travers, on la laisse, oui. Nous lui montrons une autre de ses photos. Postée au mois d'août, on y voit une file de personnes toutes de couleur, avec des caddies remplis d'écrans plasma. Franck Guillot a voulu illustrer le détournement de l'allocation de rentrée scolaire. Problème, l'image d'origine date en fait de 2009 et représente les soldes dans un supermarché en Martinique. Est-ce que ça, c'est pas du fantasme? Non, c'est pas du fantasme, c'est de l'illustration. De l'illustration. C'est l'illustration de ce qui un peu qui se produit dans la réalité. Est-ce que dans cette bataille d'idées, tous les coups sont permis? Oui, en politique, tous les coups sont permis. Sur son profil, Franck Guillot se présente comme membre de l'UMP, appartenant au courant de la droite populaire. Une manière de crédibiliser ses messages. Le fait qu'il y ait une signature, qu'il y ait quelqu'un qui dise « je suis politicien » ou « je suis journaliste » et donc cela me donne le droit d'affirmer que ceci est vrai ou que ceci est faux, est un véritable, accélérateur à la diffusion des rumeurs. Autre exemple, à l'origine de propagation de rumeurs, cette déclaration de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, un couple qui ne travaille pas, qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes de minima sociaux, peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC. Une affirmation qui a depuis été réfutée par plusieurs spécialistes de l'économie, chiffres à l'appui. Pourtant, beaucoup de personnes y ont cru. Pour appuyer cette thèse, cet ingénieur de 50 ans avait même créé et diffusé un tableau comparatif sur le net. D'un côté, les revenus et dépenses d'une famille au RSA, de l'autre, ceux d'une famille qui travaille. Ce tableau s'était propagé en un éclair. Dans la demi-heure qui suivait, j'approchais les 1000 partages, chose qui m'était jamais arrivée. Dans les 2 heures qui ont suivi, j'étais pratiquement à 5000 et en moins de 48 heures, j'étais arrivé à plus de 100 000 partages. En fait, le tableau est truffé d'erreurs. En réalité, il reste plus d'argent à la fin de chaque mois à la famille au SMIC qu'à la famille au RSA. Quand j'ai vu le tableau corrigé, j'ai regardé un peu. Bon, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il y a, mais c'est vrai que j'ai additionné ça de façon brute. L'ingénieur ne l'a pas pour autant retiré. Le tableau continue de circuler sur Internet. Moi, c'est un peu spécial. Je passe mes journées à recroiser l'information pour essayer de remonter aux sources. C'est un peu ma passion. Essayer de trouver des méthodes pour trier le vrai et le faux. Et vous aussi, faites-le avant de partager. Et si vous n'avez pas de temps à perdre, un conseil, faites le ménage dans vos internets. Si un site vous donne un signe que la véracité n'est pas son premier critère, ajoutez-le à votre liste noire. Et si une info ne sort pas de cette bulle, c'est un signe. Ne perdez pas votre temps. Il y a tellement de trucs fascinants à découvrir sur les sites qui citent des sources vérifiables. En dépit de ce que dit la science depuis plus de 2000 ans, la Terre est plate aux yeux de millions d'êtres humains autour du globe. Selon des sondages récents, 9% des Français, 7% des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains croient en la possibilité d'une Terre absolument plate qui ressemblerait à ceci. Un disque plat bordé par l'Antarctique transformé en infranchissable mur de glace. Cette Terre plate est recouverte d'un dôme qui maintient l'atmosphère en place et autour duquel tourne le Soleil, les autres planètes et le reste de l'univers. Et les astronautes dans tout ça, des acteurs au cœur d'un vaste complot, selon les platistes. Notre collaborateur, l'historien Laurent Turcot, a récemment goûté à leur médecine. Laurent Turcot, question de bien camper le sujet. Toi-même, là, tu l'as vécu de près, tu as vu un peu c'est quoi, quelles sont ces théories, quelles sont les personnes aussi derrière ce mouvement-là? Oui, j'ai pu le voir parce que j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelait « La Terre plate médiévale » pour leur montrer qu'on n'a jamais pensé à l'époque du Moyen-Âge que la Terre était plate. Ben non, on n'a jamais cru que la Terre était plate au Moyen-Âge. Puis là, quand j'ai publié la vidéo, j'ai vu plein de platistes, au Québec comme en France, commenter ma vidéo en disant que je suis payé par la NASA, que tout ce que je dis est faux, que je suis une forme de complotiste et que tout le monde sait que la Terre est plate. Puis il y en a qui se lancent dans des explications mathématiques incompréhensibles. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les platistes, non seulement ils sont présents au Québec, mais ils sont
très présent et très agressif. Alors voilà pour le portrait actuel, le profil finalement des platistes tel que tu as pu le percevoir. Mais si on remonte à la source historique, les débuts, l'amorce de ce discours-là, de cette vision-là, pour ne pas employer le terme théorie. Dès l'Antiquité, on le savait qu'elle était ronde. Même quand on regarde dans les représentations médiévales au 16e, au 17e, au 18e, tout le monde le savait. Le consensus existait. Oui, ça existait déjà. Donc on se dit encore, comment ça se fait que des gens ont plaqué cette vision-là du Moyen Âge? Au 19e siècle, on commence à imaginer un Moyen Âge qui n'a jamais existé, un Moyen Âge obscurantiste. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait expliquer la Renaissance. La Renaissance, c'est la redécouverte de l'Antiquité. Donc on aurait deux périodes lumineuses, l'Antiquité et la Renaissance, puis en plein milieu, on a inventé une période noire qui n'a jamais été comme ça. Puis ça, les historiens, quand on arrive, on dit, on veut défaire ces lieux communs et ces mythes-là, mais là, on attaque les gens dans leur conception, et là, ils disent, oui, mais j'ai toujours cru que c'était noir le Moyen Âge. Puis là, on leur dit, ben non, c'est pas comme ça. Mais quand on arrive face aux platistes, ils disent, non seulement elle était plate, mais elle a toujours été plate. Là, on dit, oh, attention, là, c'est un autre niveau. Là. C'est quand même assez absurde de voir que ces gens-là ont le crachoir et gueulent très fort. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut débattre avec ces gens-là? Est-ce qu'il faut leur apporter des preuves? Ou est-ce qu'il faut les écouter? Je pense que la meilleure technique, c'est pas de les écouter, de les laisser de côté parce que ce qu'ils disent est faux et de les légitimer, bien, ça va faire que la connerie va se répandre. Et plus la connerie se répand, plus l'intellectuel qui, lui, travaille pendant des années est marginalisé. Et c'est là qu'on voit la grande perte de confiance qu'on a envers les institutions, envers les médias, puis envers les intellectuels. Et là, on a un problème fondamental. Comment on lutte contre ça? Bien, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. On s'entend qu'après ça, on va se faire ramasser sur les réseaux sociaux. Mais quand même, c'est notre job d'exister puis de dire ce que vous dites est faux. Nous avons raison, vous avez tort, point final. À un moment donné, l'intellectuel doit être capable de dire « ça, c'est pas de la science ». Puis les platistes, c'est pas de la science. Bon, la Terre est plate, oui ou non? On a notre image de Terre plate. On pense que les gens en pensent. Le dôme. La Terre, est-ce qu'elle est ronde ou elle est plate selon vous? Elle est ronde. Pour moi, elle est ronde. J'espère que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un... La Terre, là, plate, ronde? Ben, ronde, oui. Vous savez qu'il y en a qui sont moins sûrs? Ouais, je sais. Comment qu'on les appelle, les platistes, je pense? Ça ressemble à ça, là. Oh wow! Ah, c'est vrai que c'est beau. Fait que si on creuse, mettons, tu sais, il n'y a rien en dessous, c'est ça? On tombe dans le vide, dans le néant. Tu sais, ça marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inquiète de savoir ça? Mais c'est un peu inquiétant, là, je dois avouer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les gens peuvent continuer à penser ça? On s'entend, le consensus sur le fait que la Terre soit ronde ou plate, il est fait, là. On a un consensus. Elle est ronde. Et le consensus scientifique aussi est indéniable. Mais justement, quel regard portent les scientifiques sur les platistes? Monsieur Chastenay, on se retrouve entouré de globes terrestres pour parler de ces fameuses théories platistes qui connaissent une ressurgence. Des théories qui ont été façonnées au fil du temps, mais qui, constamment, depuis des lunes, sans jeu de mots, ont été confrontées à de la vraie science. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée que la Terre est plate, c'est une idée qui est très ancienne. En fait, les premiers humains considéraient que la Terre était plate jusqu'à, je vous dirais, l'époque des penseurs grecs, donc les philosophes grecs. Par exemple, Ératosthène a mesuré le diamètre de la Terre. Il est arrivé avec une valeur très, très précise, à plus ou moins 10 avec simplement des bâtons plantés dans le sol en mesurant la longueur des ombres. On parle du 3e siècle avant notre ère, donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, je vous dirais qu'après ça, quand Galilée, Copernic, Kepler et les autres sont arrivés au 15e, au 16e siècle, l'idée que la Terre était ronde était bien établie, était bien comprise par tous, était acceptée par tous. Et puis là, effectivement, on voit cette résurgence sur Internet des théories voulant que la Terre est plate, ce qui tient absolument pas debout, bien sûr, mais il y a quand même des congrès qui se tiennent, puis il y a quand même de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces idées-là. C'est assez troublant, en fait. Alors, déjà, des démonstrations, vous les avez évoquées, quelques-unes d'entre elles à tout le moins, qui prouvent ce fait-là indéniable, mais il y en a une qui est réelle. Ah mon Dieu, on peut faire plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Par exemple, vous êtes sur le bord de l'eau, vous voyez un bateau arriver. Si vous prenez des jumelles, vous allez voir le sommet des mâts avant que la coque apparaisse, parce que le bateau est en partie sous l'horizon. Un truc super le fun que vous pouvez faire, c'est observer un coucher de soleil au pied d'un édifice en hauteur avec un ascenseur. Et puis dès que vous voyez que le soleil se couche à l'horizon, vous sautez dans l'ascenseur, vous montez le plus rapidement possible au dernier étage et vous retournez à la fenêtre et vous allez voir le soleil à nouveau. Fais ça vite.
Il faut faire ça vite, parce que le soleil se couche quand même assez rapidement. Mais si vous le faites suffisamment rapidement, vous allez être capable de constater qu'au moment où vous étiez au sol, le soleil a disparu sur l'horizon, mais puisque la Terre est ronde, en vous élevant suffisamment rapidement, vous êtes capable de le voir à nouveau. Alors, il y a plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Mais tous n'y croient pas, semble-t-il. Oui, puis à chaque fois, on s'ajuste. En fait, les platistes s'ajustent, ils vont d'une autre théorie pour contrecarrer les autres. Mais on a souvent l'impression que la communauté scientifique lève le nez sur le fait de confronter ces personnes-là, qu'on ne s'attarde même pas à ces discours-là, qui pourtant gagnent des adeptes. Oui, écoutez, moi je l'ai fait beaucoup à l'époque face à la résurgence de l'ufologie. Vous savez, les extraterrestres qui nous visitent et ainsi de suite. Et j'ai eu des débats avec des ufologues, j'ai eu des débats avec des gens qui croyaient sincèrement que les extraterrestres nous visitaient, et c'est un dialogue de sourds. C'est un peu la même chose avec les platistes, c'est un peu la même chose avec les gens qui se méfient des vaccins. On est rendu à un niveau chez ces gens-là qui frise la croyance, qui frise la foi, et il n'y a aucun argument rationnel qui va être capable de les convaincre, parce qu'on est vraiment sur des niveaux de discussion ou de conversation qui sont incompatibles. Alors, je comprends les scientifiques de ne pas s'attarder à ça. D'une part, parce que ça bouffe du temps de manière extraordinaire. D'autre part, il n'y a pas de subvention à aller chercher pour faire des recherches sur le fait que la Terre est ronde. On le sait. Alors, les scientifiques préfèrent, et avec raison, se concentrer sur leurs travaux qui sont subventionnés pour produire des nouvelles connaissances, alors qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt de se pencher sur un truc qui est démontré depuis plus de 2000 ans. Monsieur Saint-Jacques, vous êtes un des rares êtres humains à avoir vu notre planète, la Terre, de là-bas. Oui. À quoi elle ressemble? La Terre, vue de l'espace, c'est touchant comment c'est beau. Écoutez, imaginez-vous la scène, on est dans le vide mortel de l'espace, puis là, il y a la Terre. Ronde? La Terre, une boule ronde qui flotte dans le vide, et c'est notre vaisseau spatial. Nous sommes tous des astronautes sur cette bille qui flotte dans le vide, et on a vraiment la responsabilité d'en prendre soin. C'est une image là, indélébile. Merci infiniment. Merci. Au Moyen Âge, la Terre n'a jamais été plate. Depuis quelques années, l'idée que la Terre est plate revient au devant de la scène. Qu'on pense au documentaire Behind the Curve de Netflix, qui est sorti en 2018, où on voyait un pléthore d'individus en manque d'attention qui propageaient des idées aussi folles qu'insignifiantes, et je pèse mes mots, mais on était transporté dans les arcanes de la Flat Earth Society et des émissions complotistes hautes en couleurs. Dans une publication Facebook de Flat Earth Society, prenez le temps d'écrire, et je cite, « The Flat Earth Society has members all around the globe. » Globe. Ce à quoi plusieurs ont répondu « Say that again, but slowly », pour montrer la stupidité de la chose. Plus près de chez nous, au Québec, en février 2019, Nathalie Lemieux, conseillère du district de Touraine et mairesse suppléante à Gatineau, au Québec, a dit, je cite, « Qui a décidé que la Terre est ronde et pourquoi le croire? » On pourrait ici multiplier des exemples pour évoquer ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Ce n'est pas le but de la présente vidéo. Ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les réactions à ce genre de complot. Les gens ayant vite fait de qualifier de tels propos de moyenâgeux. Ici, on essaie de s'attaquer à une connerie en propageant une autre connerie, soit dire qu'ils ou elles sont moyenâgeux en ce qu'ils reprennent l'idée qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. Ben en fait, voilà, on n'a jamais pensé que la Terre était plate au Moyen-Âge. Ben non. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on défait un lieu commun, celui de la Terre plate médiévale. Ben non, on n'a jamais cru que la Terre était plate au Moyen Âge. Avant de vous donner la preuve, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité. En Mésopotamie, en 3000 avant Jésus-Christ, les Sumériens, bien qu'ayant une très bonne connaissance de l'astronomie, considéraient la Terre comme un disque plat posé sur un océan sans limite. Chez les Grecs, certains, j'ai bien dit certains, pensaient qu'il pouvait s'agir d'un tambour ou encore d'un disque plat posé sur l'eau, ce qui expliquerait par exemple les tremblements de terre. Anaximandre, de son côté, avait une explication plutôt originale. Il pensait que la Terre était cylindrique. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Voyons. And that may lead just how we know the Earth to be banana-shaped. This new learning amazes me, Sir Bedivere. Mais attention, là, on aurait tort de croire qu'on s'est arrêté là. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, soit à l'époque de Périclès, ils sont plusieurs, dont Pythagore de Samos et Parménide, qui commencent à se représenter la Terre sous la forme d'une sphère. Assez logique, se disent-ils, dans la mesure où on observe une courbure de l'horizon. Ératosthène est lui aussi persuadé que la Terre est ronde,
et il entend bien le prouver. Il va parvenir à mesurer le méridien, donc à connaître la dimension de la Terre. Dans sa géographie, Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, va reprendre les calculs d'Ératosthène et affirme que la Terre est ronde. Ptolémée est un des auteurs les plus lus et les plus enseignés au Moyen Âge. Dans les textes, au VIe siècle, on parle de la Terre en disant « le globe » ou « la sphère ». Donc, au Moyen Âge, dans les ouvrages évoquant la Terre, on parle bien d'un globe et non d'un disque. C'est ce qu'on va enseigner dans les universités dès le XIIIe siècle, et seuls les religieux sectaires ou des ignorants nient cette réalité. On utilise d'ailleurs un globe pour symboliser le rêve de domination universelle des empereurs, comme sur cette très belle statue de Charlemagne, ou Charles le Chauve, on n'est pas sûr. Des auteurs médiévaux réfléchissent même à l'idée d'un tour du monde. Jean de Mandeville, qui écrit vers 1350, dit « Un homme pourrait faire le tour de toute la terre du monde aussi bien par-dessus que par-dessous et revenir ainsi en son pays. » Certaines représentations de la Terre reprennent cependant une forme plate. Pourquoi? Il s'agit d'une tradition iconographique, un moyen de figurer l'ensemble de la planète en 2 dimensions avec des continents, du moins les continents qui nous sont connus, Europe, Asie, Afrique. On ne connaît alors qu'un hémisphère et on pense que de l'autre côté vivent des êtres extraordinaires, tels les sciapodes, les cynocéphales ou encore les ichthyophages. Ça, mesdames et messieurs, c'est beaucoup de points au Scrabble. Mais rassurons-nous, on ne pense pas qu'ils vivent sur une terre plate. Les antipodes, par exemple, sont un peuple que l'on imagine vivant de l'autre côté de la Terre, sous nos pieds, liés au globe par un champ magnétique. La tête en bas, leur manière de vivre serait la stricte opposée de celle des hommes du haut. Bon, il y a une mention, une seule au Moyen Âge de la Terre plate. Il s'agit de Gassendi, dans la vie de Peiresc, où l'on raconte qu'un personnage a beaucoup voyagé, mais dont les observations curieuses sont gâchées, selon l'auteur, par le fait, et je cite, qu'il adoptait l'opinion que la surface de la Terre n'était pas un globe, mais un plan. Fin de la citation. Gassendi ajoute que si cette thèse existe, elle est seulement crue par des barbares. Bref, la Terre est un globe au Moyen Âge et ceux qui pensent autrement sont ridiculisés. S'il y a un débat au Moyen Âge, c'est celui qui touche le géocentrisme. En effet, les clercs médiévaux pensent que la Terre a été placée par Dieu au centre de l'univers. Galilée et Copernic, beaucoup plus tard, s'attirent les foudres de l'Église en prouvant que la Terre tourne, et pas en disant qu'elle est ronde. Ça, on le sait déjà. En 1410, le théologien français Pierre Dailly publie un ouvrage de cosmographie appelé à une grande diffusion, Imago Mundi, ou Imago Mundi. Réédité à plusieurs reprises au cours du 15e siècle, on y trouve la vision la plus synthétique du Moyen Âge sur le monde. Dans Imago Mundi, les terres émergées, toutes regroupées dans la moitié nord du globe terrestre, sont entourées d'un immense fleuve, la mer Océane. On voit des îles qui toutes ont leurs caractéristiques propres. L'équateur marque la limite au-dessous de laquelle il est impossible aux hommes d'accéder. À l'époque de Christophe Colomb, tous connaissent aussi bien Imago Mundi que la géographie de Ptolémée. Et la grande question, c'est de connaître la largeur de la mer Océane, qui est censée séparer l'Europe de l'Asie. Pour Ptolémée, dans sa géographie, elle est de 33 000 km. C'est en se basant là-dessus que l'astronome florentin Paolo Toscanelli réalise en 1468 une carte qui montre l'Europe séparée de l'Extrême-Orient par un océan de seulement 10 000 km de large. C'est cette carte qui va induire Christophe Colomb en erreur et qui va ainsi sous-estimer gravement la distance qui sépare à l'ouest l'Europe de l'Extrême-Orient. Cela étant, il va quand même arriver en Amérique. C'est quand même pas pire comme destination, me semble. Enfin. L'idée d'un Moyen-Âge qui aurait cru à une terre plate est un mythe inventé au 19e siècle pour noircir l'image de la période médiévale. Ainsi, en 1828, l'écrivain américain Washington Irving, dans son livre sur Christophe Colomb, History of Life and Voyage of Christopher Columbus, affirme qu'il a consulté les archives, ce qui est faux. Il s'est permis d'inventer alors l'idée selon laquelle Christophe Colomb devait faire face à des théologiens à Salamanque. 1. L'assemblée en question ne s'est jamais tenue. 2. Personne ne croyait que la Terre était plate. 3. Tout ceci n'est pas de l'histoire, mais de l'invention pure et simple, de la fake history, si vous préférez. En France aussi, on s'est permis d'inventer quelques faits.
On le doit à Létronne, qui était ni plus ni moins que professeur au Collège de France. Il fait paraître en 1834 un article où il affirme qu'il y avait bien des esprits éclairés au Moyen Âge, mais que ces derniers étaient alors condamnés à la persécution, à la prison et au bûcher. Peu à peu, l'idée d'un Moyen Âge noir et obscurantiste fait son chemin. Il devient un repoussoir pour définir ce qu'on ne veut pas être. Le mot moyenâgeux est le symbole le plus évident de ce glissement de sens. Ajoutons aussi qu'au Moyen Âge, l'Église a été la protectrice des sciences et des arts et que la quasi-totalité des lettrés et des savants étaient des clercs, que les monastères ont joué un rôle de bibliothèque, d'école et de laboratoire. Donc, arrêtez de dire qu'au Moyen Âge, on pensait que la Terre était plate, parce que c'est faux. Et arrêtez donc de dire que la Terre est plate en général, parce que ça aussi c'est faux. OK, là? Bon, allez. C'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Et si vous voulez nous soutenir, ben vous allez voir, il y a un petit lien juste en dessous, ça s'appelle le Patreon. Allez, à la prochaine! Le nouveau coronavirus a plusieurs boucs émissaires. Parmi eux, le milliardaire américain Bill Gates. Eh oui. Pauvre Bill Gates. Il existe d'abord cette rumeur selon laquelle le riche fondateur de Microsoft aurait prédit la pandémie et l'avènement de 65 millions de décès. Non, Bill Gates n'est pas un devin, comme l'a souligné ma collègue Bouchra Watik dans un article publié par les décrypteurs. Cette croyance vient d'une simulation réalisée en octobre 2019 par l'École de santé publique de l'Université Johns Hopkins. Lors de cet événement, intitulé Event 201, des experts ont pris part à un exercice de modélisation d'une pandémie fictive de coronavirus. L'exercice était réalisé en partenariat avec le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates. Mais tiens, Bill Gates, lui, n'était pas directement impliqué dans la simulation. Face à la popularité de la rumeur, l'Université Johns Hopkins a précisé ceci dans un communiqué publié en janvier dernier. Pour ce scénario, nous avons modélisé une pandémie de coronavirus fictive, mais nous avons explicitement dit que ce n'était pas une prédiction. L'exercice servait à mettre en évidence la préparation et les défis qui surviendraient dans une pandémie très sévère. Fin de citation. Le virus de la pandémie fictive d'octobre 2019 différait de plusieurs façons du SARS-CoV-2 qui frappe présentement la planète. Dans la simulation, le coronavirus fictif émergeait d'une porcherie au Brésil et causait la mort de 65 millions de personnes. L'Université Johns Hopkins souligne que ça ne prédit d'aucune façon que la COVID-19 fera 65 millions de victimes. Autre rumeur qui circule sur le web à propos de Bill Gates, il aurait créé un vaccin contre le nouveau coronavirus. Alors, c'est faux. Oui, la Fondation Gates finance le développement de nouveaux vaccins à travers le monde, mais, je le rappelle, aucun vaccin sur le coronavirus, sur le nouveau coronavirus, n'est sur le point d'être prêt. Les experts estiment qu'il faudra entre 12 et 18 mois avant qu'un vaccin pour le SARS-CoV-2 ne soit disponible. Notez-le bien. Sur Bill Gates et ses folles rumeurs, vous trouverez de plus amples détails dans l'article signé Bouchra Watik disponible sur notre site web. Rappel important, continuez à communiquer avec nous à travers notre courriel et notre groupe Facebook.